droit d'avoir un rêve pendant 10-15 ans de ma vie. Et au bout de 10-15 ans de ma vie, me rendre compte que c'était peut-être pas le rêve que c'était le rêve qui correspondait à une certaine période. Ah oui. Mais que finalement, c'est pas le rêve de toute une vie et que c'est pas grave de shifter, de changer, de transmuter à travers ça. Bienvenue les rêveurs, les fantaisistes, les ambitieux, les bulleurs, les créatifs, les éternels enfants et ceux qui ont les pieds ancrés dans les fleurs. Je suis Maëlle Pencalette, rêveuse professionnelle et créatrice de ce podcast Le parcours du rêveur. J'aime connaître l'envers du décor de toutes les histoires. J'aime m'inspirer de projets sublimes et tarés. J'aime savoir comment une idée s'est concrétisée. Je souhaite créer une immense constellation de rêveurs qui passent à l'action. Je vous invite à nous concentrer sur l'essentiel en rêvant. L'invité du jour est une personne qui vit son quotidien avec fantaisie. J'ai toujours vu Megan avec une aura de forêt enchantée. Son envergure de pensée, de créativité et d'action sont très inspirantes. L'épisode a été enregistré 11 mois auparavant. De nouveaux événements rythment la vie de Megan, mais le contenu lui correspond toujours. Je vous souhaite une belle écoute dans l'univers de Megan que j'aime tant. Alors c'est bon, t'es bien installée, Megan. C'est nickel. Il y a la tisane, on entendra le bruit de la tisane. C'est ça. On est dans la caravane, on est bien installés. On a comme objectif que ça dure 1 heure, 1 heure et demie grand max. Parce qu'après je vais chez l'ostéo. Donc il n'y a pas le choix. Donc on va y arriver et en même temps, de toute façon, s'il y avait encore plus de choses à dire, tu reviendras. On va faire ça comme ça. Alors Megan, on va commencer direct. Je suis contente aujourd'hui, j'ai pas oublié de prendre une photo de toi. Je m'améliore au bout du deuxième. Donc c'est la deuxième personne que j'interview. On a eu Seb avant, on a un petit peu parlé de toi avec Seb avant. Donc comme ça fait un petit lien. Est-ce que quand même tu pourrais te présenter de la façon dont tu veux? Ça m'intéresse aussi bien ton côté pro que perso. Ok, alors, c'est un exercice intéressant parce que j'ai l'impression de me présenter très différemment là depuis cette dernière année. J'ai l'impression d'avoir un peu des strates au cours desquelles je me présente, enfin je pense que je me vois moi-même sous un autre jour à chaque strate. Donc aujourd'hui ce que je dirais c'est que je suis une jeune femme qui explore la vie. Ok. Et qui explore son champ des possibles et aujourd'hui qui s'accomplit pleinement dans ce qui l'a fait vibrer aujourd'hui. Et j'essaie d'écouter cette présence-là. Je pense qu'on va en parler au cours du podcast, mais j'essaie de rester à l'écoute de ce qui vibre pour moi à un moment donné, d'accepter aussi de bouger, de changer quand ça me convient plus. Et du coup, comme j'ai commencé ma carrière très jeune et qu'aujourd'hui j'ai 25 ans, donc ça fait 10 ans que j'ai commencé ma première carrière, et ça me fait tout un parcours qui me permet maintenant d'avoir un peu plus de recul sur les choses et d'apprécier sur le chemin les expériences, les apprentissages et c'est ce que j'ai envie de partager. Là. Chouette. Moi ça me donne vraiment envie. Dans cette définition... Non, c'est pas ça. Dans cette présentation plutôt, mais quels étaient tes rêves quand t'étais enfant? T'étais une enfant avec des rêves dans la tête, toi? Ouais, complètement. T'es au clair avec le mot rêve? Je suis assez au clair avec le mot rêve. Ok. Ouais. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques années que les rêves, ça pouvait être des objectifs. Oui. Et ça m'avait beaucoup parlé dans le côté où rêve, parfois, ça peut sembler aussi un peu nébuleux. Oui. Et on se dit, est-ce que c'est quelque chose que je vais réussir à accomplir, tout ça dans ma vie? Et en fait, c'est vrai que ce terme objectif ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, en fait, entre guillemets, ce n'est qu'un objectif. Et alors ça tient pas qu'à toi, mais en grande partie, ça ne tient qu'à toi de mettre des choses en place pour pouvoir avancer sur ton chemin et pour pouvoir, au fur et à mesure, entre guillemets, passer des étapes pour arriver à la réalisation de ce rêve. Ouais. Donc ouais, j'étais effectivement une petite fille remplie de rêves. En tout cas, cette vision du rêve correspond bien à ma vision. Ça va m'aider pour définir encore plus pour d'autres. Ouais. Qu'avais-tu comme rêve, Megan? Alors quand
j'étais petite, alors je rêvais d'être archéologue. Ah ouais. Ouais. Ok. J'ai toujours adoré l'histoire, c'était un de mes sujets favoris à l'école. Ok. Et j'ai toujours adoré creuser, et en fait ça va vraiment faire le lien avec aujourd'hui là où j'en suis dans mon parcours. C'est comme si quelque part là je réalisais aussi un petit peu ce rêve à travers maintenant mon parcours intime aussi, personnel et même spirituel dans la sphère spirituelle. Ok. Et en fait ouais j'adorais regarder des magazines sur les fouilles, enfin j'étais passionnée par ça, je lisais plein de livres sur peu importe l'Égypte ancienne, sur les dinosaures, enfin vraiment j'étais à fond quoi. Ouais. Et je me souviens aussi que quand même très très jeune, l'aspect, après c'est le cas de beaucoup d'enfants en soi, de préparer des spectacles, de faire des petites choses comme ça souvent pour sa famille ou pour ses amis. Mm-hmm. Mais je me rends compte qu'il y avait quand même quelque chose d'assez profond à ce niveau-là, notamment quand j'ai été en primaire, les dernières années de primaire, on avait un quatuor avec mes copines. Ok. Et on chantait dans la cour de l'école, on faisait vraiment des concerts, on mettait des affiches et tout. Tu blagues pas toi, dès la première c'était... On était à fond quoi. Super pro quoi. Ouais c'est ça, exactement. Ouais, on était à fond. Mais je me rappelle que j'ai eu pas mal de désillusions pendant cette période de ma vie, parce que du coup j'avais peu confiance en moi. Mm-hmm. Et par rapport à mes copines par exemple. Ouais. Et du coup je chantais un peu plus bas, enfin tu vois j'osais pas vraiment chanter pleinement tout ça, et du coup je m'étais fait un petit peu charrier par certains autres élèves quoi à l'école. Mm-hmm. Et je me rappelle que ça m'avait beaucoup touchée, que ça m'avait vraiment beaucoup marqué, et que en fait quand j'ai commencé ma carrière artistique donc à 15 ans je me suis dit haha c'est le revers de la médaille. Okay. Finalement celle qui en fait son travail c'est moi. Challenge quoi. Ouais c'était un peu le challenge. Donc il y a eu ce côté de la scène quand même très jeune qui était quelque chose d'assez important pour moi. Et le troisième, je sais pas si c'était un rêve ça pour le coup, mais en tout cas c'était, je me souviens d'un épisode où en fait tout d'un coup j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui se dévoilait à moi. C'est une fois je suis allée voir mon médecin généraliste. Mm-hmm. Et je lui ai posé plein de questions. J'étais au collège je crois. Et en fait il a vraiment pris le temps de se poser, il a pris le temps de me répondre. Et on était dans son cabinet, en fait il avait des vieux livres de médecine, c'était hyper une ambiance très vintage en fait de ce monde-là. D'accord. Il avait une vieille malle de docteur là-bas, derrière lui, tout ça avec tous ses diplômes. Et en fait quand je suis sortie de cette consultation, il m'avait donné tellement d'informations hyper intéressantes qui m'avaient beaucoup nourrie. Et je suis rentrée et j'ai dit à ma mère mais moi aussi j'ai envie d'aider les gens comme ça. Je trouve ça extraordinaire en fait de savoir autant de choses et de pouvoir aider les gens. Mm-hmm. Et du coup je trouve ça très très drôle quand je te le dis de voir que ces trois, on va dire les plus grands rêves que j'ai eu en tant qu'enfant, aujourd'hui se retrouvent carrément dans mon parcours en fait. Ah bah oui. C'est toujours assez fort je trouve les rêves qu'on peut avoir enfant, comment ça peut se retrouver. Il y a souvent des échos quoi. Ouais, ouais complètement. Pas forcément dans la forme on imaginait de base enfant peut-être, mais... C'est ça. Ah bah on va voir, effectivement comme je te connais je vois quels sont les liens, mais peut-être pas tous, mais c'est vrai que c'est passionnant de voir ça comme ça. Et comment tu t'imaginais en tant qu'adulte quand tu étais enfant? C'est une bonne question parce que en fait j'ai toujours eu l'impression de vouloir grandir un peu trop vite. Ouais. Donc je pense que je me faisais une idée un peu erronée de la vie d'adulte. Ouais. Je m'imaginais bien évidemment quelque chose de très différent de ce que j'ai vécu, mais j'ai toujours comme voulu aspirer à faire comme les grands, à avoir des responsabilités comme les grands, à vouloir être en couple comme une grande. J'avais un peu cette idée, ouais, je sais pas si c'est une idéologie un peu de la vie d'adulte, mais comme quelque chose que j'admirais beaucoup, que je voulais atteindre. Et en fait, au final, c'est vrai que de par mon histoire, qu'elle soit intime ou familiale, j'ai grandi assez vite, en tout cas mentalement, et j'ai été entourée en fait de personnes plus âgées que moi très rapidement. Parce que du coup, je suis entrée en école d'art de la scène à 15 ans, et j'étais entourée que d'adultes en fait. La plupart des gens, on va dire que les plus jeunes, ils venaient d'avoir leur bac, à la limite, ils avaient 19-20 ans parfois. Mais les autres, on tournait plus entre 20 et 30 ans que
que moi, ma tranche d'âge en l'occurrence. Donc c'est vrai que c'était un gros apprentissage tout de suite de se mettre face aux problématiques auxquelles eux ils faisaient face, eux et elles. Et c'est comme si ça cassait un petit peu le conte de fées à 15 ans. Ouais, c'est ça, genre, ah mais c'est ça en fait la vie d'adulte. Ouais. Je me suis dit, bon, je suis bien aussi dans mon insouciance, je suis bien aussi dans le côté profiter aussi de ça, de cette entre guillemets innocence sur certains points. Donc voilà, plus il y avait une idéologie de quelque chose, et au final j'étais bien contente de profiter pleinement de cette jeunesse insouciante. Je suis toujours jeune, je suis toujours plus ou moins dans une période de jeunesse quand même à 25 ans, mais ouais, je pense que j'ai bien profité du coup de rester dans ce côté de on expérimente et on voit ce qui se passe en fait. On se prend pas trop la tête, quoi. Et par rapport à ça, moi j'avais très envie que tu nous parles parce que de mon point de vue c'est comme si tu avais 2 carrières dans 2 styles différents. On va voir quels sont les liens entre les deux. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta première carrière? Parce que comme tu dis, ça a commencé très jeune et c'est ce qui m'inspire beaucoup. Comme je te disais en off, ce qui m'inspire beaucoup dans ma parentalité, parce que comment tu as vécu ça, dans mon entourage, j'entends pas beaucoup de parents ou de jeunes qui ont vécu ça de cette façon aussitôt. Donc je trouvais ça très inspirant et j'aimerais beaucoup que tu nous racontes. Alors du coup, en fait on est allé voir un spectacle avec ma mère, on est allé voir Cabaret avec ma mère. Une comédie musicale, Cabaret? Ouais, c'est une comédie musicale, ouais. On était allé à Paris et je me souviens que j'ai ressenti des très très belles émotions. Et en fait, je me souviens que je regardais la scène à un moment, je sais plus sur quel tableau, mais il y avait un tableau qui était chanté et dansé en même temps. Et en fait, donc je ressentais plein d'émotions. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, mais c'est ça, en fait, comme un peu ce que je m'étais dit par rapport à la médecine, quand j'étais allée voir mon médecin, c'est ça que je veux faire ressentir aux gens. Ouais. C'est cet émerveillement, c'est ce côté, oh, mais c'est extraordinaire. Et vraiment, à ce moment-là, je me disais, mais comment on peut faire tout ça en même temps, c'est fou. Et avec cette qualité, cette finesse artistique, c'était hyper beau. Et je me souviens que du coup on est rentré, on habitait dans le 91 avec ma mère, donc on n'habitait pas proche de Paris. On avait fait la grosse route sur le chemin du retour en voiture, tout ça, on était rentré tard à la maison, il devait être 1h, 2h du matin. Et vraiment, je me suis posée, j'ai regardé ma mère et je lui ai dit maman, je crois que c'est ça que je veux faire. Donc, je me suis laissée la nuit pour y réfléchir. Et le lendemain matin, je lui en ai reparlé. Ouais. Et en fait, j'étais souvent sur l'ordinateur à cette période. Et sur mon ordinateur, j'avais fait des recherches en fait. J'avais regardé un petit peu les écoles sur Paris, tout ça. Okay. Et donc, c'était immédiat quoi. Je me suis dit, ok, et ben, je veux voir tout de suite ce que je peux faire à ce niveau-là, quelles sont mes possibilités aussi, parce que du coup, j'étais en seconde. Donc, ouais, j'étais en milieu de seconde. J'étais en plein milieu de ma seconde. Ouais. Et du coup, ouais, je me disais, quelles sont les options en fait? Est-ce que effectivement c'est possible de faire un partiel, école d'art, école, on va dire, classique? Est-ce qu'il y a d'autres options? Mais en fait, je me rendais bien compte que ce que j'avais envie de faire, c'était à temps plein. Oui. C'est en fait clairement on va dire que les bancs de l'école, ça me correspondait pas. Je pense qu'aujourd'hui c'est quand même bien, enfin l'idée que y a plusieurs types d'intelligence commence vraiment à se démocratiser, et ça c'est une bonne chose. Oui. Parce que moi j'étais pas du tout adaptée au type d'apprentissage qu'on a voulu m'imposer en fait à l'école. Et j'ai toujours été pour le coup pas bonne élève dans le sens extrêmement travailleuse, parce que vraiment je ne m'y retrouvais pas. Mais par contre j'ai toujours été bonne élève dans le sens où je comprenais très vite les choses. Je pouvais avoir des super bonnes notes alors que j'avais pas particulièrement révisé. Et par contre, quand je m'intéressais à un sujet, par exemple en cours d'histoire, alors là je raflais tous les prix possibles et imaginables. Enfin vraiment j'étais... ça partait de ton intérêt, t'étais très curieuse et exactement. Si voyais un intérêt et que ça te passionnait, là t'y allais à fond. Ouais, c'est exactement ça. Et effectivement quand ça m'intéressait pas, ça m'intéressait pas. T'allais pas te forcer. Ah ouais, non, en cours de maths c'était terrible. C'est vraiment ça... mais je sentais que j'avais pas envie de me forcer. Je me disais même pas, quand même, Megan, fais un effort, parce que ça va t'aider pour telle ou telle chose, parce que pour le bac, il faut que... Je me disais, j'en ai rien à foutre. Je sais ça te faisait pas vibrer, quoi. Ouais, ça me faisait pas vibrer. Vraiment, ça me faisait pas vibrer. Ah, comme l'histoire qui a l'air d'être... Ouais, où c'était plus... ouais, c'était vraiment
plus viscérale presque, quoi, l'histoire. En tout cas, déjà, de ce que tu me racontes de ton rapport scolaire, t'avais déjà une sacrée détermination. Parce qu'il y en a plein, même si ça les intéresse pas, qui vont se laisser pas mal influencer par les attentes des parents ou de l'école. Et toi, en mode, bah non, c'était très clair, je fais que ce qui me plaît. Ouais, totalement. Ouais. Je pense que ma maman, elle m'a bien accompagnée là-dedans, dans le sens où elle a fait un parcours assez intéressant aussi, parce qu'elle était danseuse. D'accord. Et elle a failli devenir danseuse étoile, en fait, et elle a été contactée par une grande école à Marseille, et elle a choisi d'arrêter sa carrière de danseuse et de ne pas du coup poursuivre une carrière en tant que danseuse étoile pour faire médecine et pour devenir chirurgien dentiste. Ah oui, ok, ils sont complètement inverses. Ouais, complètement. Ah bah là, vraiment, d'un opposé à l'autre, quoi. Et du coup, en fait, je pense que ma mère, elle a toujours été consciente un peu de ce dont je parlais tout à l'heure, du côté, en fait, c'est ok de changer de rêve, en fait. C'est un peu ça, finalement. J'ai le droit d'avoir un rêve pendant 10-15 ans de ma vie, et au bout de 10-15 ans de ma vie, me rendre compte que c'était peut-être pas le rêve que c'était le rêve qui correspondait à une certaine période, Ah oui. mais que finalement, c'est pas le rêve de toute une vie, et que c'est pas grave de shifter, de changer, de transmuter à travers ça. Et donc elle m'a beaucoup accompagnée là-dedans, et c'est vrai qu'elle a jamais, en tout cas j'ai l'impression, moi, de ce que je ressens de mon point de vue, elle a jamais essayé de calquer des choses sur moi, elle a jamais essayé de me forcer à faire quoi que ce soit. Et elle m'a toujours beaucoup suivie, beaucoup soutenue. Donc c'est vrai que quand là je lui ai dit, école d'art, on y va quoi, on va rencontrer la directrice, elle m'a mais suivie. oui, en plus elle était déjà dans elle a baigné dans ce milieu artistique, donc il n'y avait même pas à la convaincre. C'est un peu ça, ouais. Ah, c'est génial. Ouais. Puis je pense qu'elle y voyait une évidence aussi. Il y avait quelque chose... En fait, c'est logique. C'est presque logique que je lui demande ça. Et du coup, elle se disait, bon, on y va, quoi. On suit le truc. Je l'ai pas envoyé à cabaret par hasard, quand même. Hein. Ah, c'est un subterfuge, en fait, depuis le départ. Petite blagounette, je ne sais pas, mais... Non, mais c'est juste, elle t'a partagé sa passion, je suppose. Ouais. Si elle aimait bien la danse, elle t'amène, et puis toi, ça t'a fait vibrer à un moment, ça aurait pu t'arriver plus tôt aussi. Ouais, tu vois, c'était avec ce spectacle à ce moment-là. Ouais. Ah ouais, complètement. Et puis, ouais, donc elle m'a accompagnée dans cette école. On a rencontré la directrice qui, du coup, au départ, était très surprise d'avoir une jeune fille de 15 ans. Ouais. Et qui... En fait, on va dire qu'elle m'a acceptée par ma motivation, mais c'est vrai que de base, elle s'était pas du tout dit je vais accepter des personnes mineures dans mon école. Parce que c'est une formation professionnelle, et que du coup, c'est vrai que quand... Enfin, sans faire de généralité, parce que je déteste ça, mais on va dire qu'à l'adolescence, c'est vrai qu'on peut parfois avoir une idée et très, très vite passer à la prochaine, sans vraiment être très sérieux dans sa démarche. Et on va dire, je pense qu'elle avait des craintes à ce propos-là, de dire oui, mais si tu rentres dans une formation pro, il va falloir y aller, quoi. C'est vraiment, va falloir être motivé, il va falloir travailler aussi à la maison, en dehors des cours, pour apprendre tes textes, pour tout ça. Et je pense qu'elle a vu que ça résonnait pleinement pour moi et que j'étais pas là pour rien. Donc elle m'a acceptée dans la formation. Et en fait, ça s'est fait assez vite. J'ai fait la transition très vite. Je crois que, je sais pas, ça doit être 3 semaines, un mois plus tard, j'étais déjà t'as pas fini l'année scolaire Non, je suis partie en plein milieu d'année scolaire. Oh, t'as pu suivre ta pulsion, quoi, ton envie, ton élan. C'est ça. Et direct, action-réaction. C'est ça. Mais j'ai tendance à être comme ça pour beaucoup de choses. Généralement, quand j'ai un truc, je fais allez, on y va, et je Pourquoi attendre? C'est ça. C'est vraiment bien. Génial. Ouais. Puis en plus, ta mère qui te soutenait à fond. Ah, c'est formidable. Précieux, quoi. Ah bah je pense. Ouais. Pour c'est ça. sûr. Ah, c'est génial. Et en même temps, c'était précieux, ta mère t'a soutenu et puis t'en as fait vraiment quelque chose. Ouais, bah ouais, carrément. Ouais. C'est-à-dire que t'avais une bonne base, on va dire, de soutien, d'écoute, d'élan, de possibilités. Et toi, après, t'as construit à ta façon ton rêve, quoi. Ouais. Et comment ça s'est passé? Donc, combien de temps cette école? Alors, l'école, c'était sur 3 ans. Ouais. Moi, après, à la fin de cette école, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai continué à me former dans d'autres formations qui n'étaient pas aussi longues. Mais j'ai continué quand même à me former pendant bien 5 ans en continu. D'accord. Avec après des formations qui étaient moins importantes dans le temps horaire de présence, mais qui étaient en soi tout aussi intéressantes et prenantes, et qui m'ont apporté plein de beaux outils. Et du coup, moi j'ai vraiment commencé à travailler à 19 ans. Ouais. Parce que donc, j'avais déjà commencé quelques contrats pendant que j'étais à l'école.
Mais du coup, il y avait une sorte de système avec l'école. Je dis pas que c'est le meilleur système, mais voilà, il y avait un arrangement, on va dire, entre l'école et les producteurs. Donc on n'était pas forcément payé pour notre travail, parce qu'on était encore en formation, mais ça nous permettait de nous rôder, et de faire un peu d'expérience. Et en fait, à 18 ans, je suis partie vivre à Londres pendant 6 mois, parce que j'avais besoin de changer d'air, j'avais besoin de voir autre chose. Et Londres, pour le coup, c'était une destination... Toute seule? Ouais, toute seule. Non mais toi, t'es... Quel âge a ton âme? Oh, si tu Oh savais. là là. Très bien. Ouais, je suis partie toute seule. Tout à l'heure, je parlais d'aventure, c'est vraiment ça. Hein. Je suis partie à l'aventure totale, à l'exploration. Ah bah ouais, exploratrice. Ouais. Ah ouais. Waouh. Puissant, hein. Très bien. Et ouais, c'est quand je suis rentrée en France, du coup, je suis pas restée trop longtemps, après pour des raisons personnelles, mais j'aurais pu rester plus longtemps, je pense. Mais quand je suis rentrée, j'ai eu mes premières auditions vraiment en tant que professionnelle, où je me sentais un peu plus, même si au début, bien évidemment, j'avais quand même très peu confiance en moi, j'avais quand même un peu plus d'assises que quand j'étais à l'école, et du coup, j'étais encore dans un entre-deux, tout ça. Et j'ai eu mon premier contrat pro où j'ai commencé en tournée, et après à Paris, et c'était un super spectacle, où d'ailleurs je jouais une archéologue, ça me fait rire. L'écho par rapport à mes rêves d'enfant. C'était quoi comme type de spectacle? C'était comédie musicale ou... Ouais, c'était comédie musicale familiale. Ok. Donc pour les enfants un peu barrés, c'était un rôle assez marrant, tu vois, à faire, très fun. Et c'était cool, ouais, c'était une belle plongée dans les premiers pas vraiment du monde du travail artistique. Et c'était super chouette de faire, entre guillemets, de faire ses armes là-dessus. Mais c'est-à-dire 15 ans, révélation, tu sais que tu veux faire ça. Là tu commences à 19 ans, pendant ces 4 années, c'était toujours très très clair que c'était ça que tu voulais faire. Ouais, c'était hyper clair. En fait, finalement, ça a basculé assez récemment. Après, je pense que forcément, c'est plusieurs événements qui se sont accumulés et qui ont fait qu'au bout d'un moment, ça m'a fait me rendre compte que là où aujourd'hui, en tout cas, je ressens ma place, elle était ailleurs. Mais à ce moment-là, ouais, non, c'était vraiment mes ambitions, mes aspirations, elles étaient clairement pour la scène. J'avais pas mal d'aspirations aussi au niveau du cinéma. Finalement, ça pour le coup, je les ai jamais trop concrétisées. Mais bon, c'est pas une porte que je me ferme aujourd'hui. Je sais que si c'est une occasion, pourquoi pas. Mais c'est vrai que sur scène, j'ai trouvé quelque chose dans le théâtre vivant, en fait, dans l'art vivant, de super enrichissant, et que ce soit le partage avec le public ou le fait de défendre aussi des sujets qui m'importaient, de mettre un peu aussi de ce que je suis dans certains rôles, dans la construction d'un personnage, etc. Et ouais, c'est quelque chose dans lequel je me suis en fait finalement beaucoup épanouie pendant ces quelques années. Et en fait, la transition à ce que je fais aujourd'hui, je vais le dire du coup pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas. Donc en fait, aujourd'hui, j'accompagne les femmes dans la compréhension de leur santé et de leur vitalité intime et gynécologique. Vous me direz, quel est le rapport? Ton rêve avec le médecin. Voilà. Mais vous allez voir, ça se recoupe. Vraiment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que c'est pas un hasard aussi qu'on fasse cet épisode ensemble aujourd'hui, parce que t'as été quand même la première graine plantée sur ce chemin-là. Ah oui, c'est vrai, je vois de quoi tu veux parler. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, c'est toi qui m'as initiée à la contraception naturelle, en fait. C'est toi qui a juste planté en fait en moi cette idée de c'est possible d'avoir une autre contraception que celle que tu connais ou celle qu'on t'énonce le plus fréquemment. Ouais. Et ça, cette graine que t'as plantée en moi, ça a vraiment été le terreau pour ce que je fais aujourd'hui, véritablement. Et c'est passé en fait, d'ailleurs j'avais 19 ans quand oui, c'est ça. Ouais. Et du coup c'était au tout début de ma carrière artistique, donc c'est marrant de voir les échos qui se font. Oui. Et en fait, à côté de ça, du coup à côté de ma carrière artistique, effectivement j'avais toute cette redécouverte de mon corps, de ma cyclicité, qui m'a permis au fur et à mesure de m'intéresser de plus en plus en profondeur à la santé de la femme. Et c'était une passion du coup, c'est devenu vraiment un passe-temps à côté de ma carrière. Et j'adorais ça, enfin
vraiment, j'adorais ça. Du coup, j'ai ouvert un blog sur ce sujet-là et tout. Enfin, j'étais à fond, enfin, j'adorais. Mais ouais, c'est vrai qu'avec toi, ce que je trouve impressionnant, c'est que je me souviens très bien de notre discussion. On était en train de dîner ensemble et je te dis que moi, je fais ça depuis plusieurs années. Toi, je sens qu'il y a quand même dans l'énergie, genre un truc qui secoue. Waouh, qu'est-ce que tu me racontes? Ça explose des bulles dans mon cerveau, là. C'est un peu l'image que j'ai eue. Et après, moi j'ai été bluffée sur ta façon de fonctionner, qui est ok, tel sujet m'intéresse, et alors je vais l'approfondir, mais au max, aller chercher, aller voir tel expert, tel spécialiste, aller me former dans un truc très précis. Je me suis dit, et moi-même, je pensais pas que par rapport à ce sujet, on pouvait aller aussi loin, tu vois. Du coup, ça s'est inversé. Je t'ai donné une petite graine sans m'en rendre compte. Et toi, t'en as semé plein d'autres. Et donc, c'est vraiment génial, mais c'est vrai que c'est assez passionnant de voir comment chaque personne peut s'approprier un sujet à sa façon. Ouais. Et avec sa ta sensibilité. Ouais, complètement. Mais c'est vraiment ça. Hein. Tu m'as donné, entre guillemets, tu vois, des outils avec lesquels je vais pouvoir faire mes petits trous un peu partout, creuser un peu dans différentes directions, c'est ça. Et à faire mes recherches. Et j'y suis allée, quoi. Et c'est vrai que ça a été un point focal, en fait. Parce qu'au final, je me souviens aussi, parce que du coup, je participais à tes cercles de parole, tout ça, et ça m'a beaucoup inspiré, en fait, cette reliance, en fait, qu'on pouvait avoir juste dans une simplicité de vulnérabilité, d'authenticité de parole, et que chacun puisse avoir un temps qui lui est propre, que chacun puisse apprendre à écouter l'autre aussi d'une manière qui n'est pas forcément hyper répandue dans notre société, la manière dont on communique les uns avec les autres. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup inspirée. Et en fait, au fur et à mesure, c'est pour ça que je dis que finalement, je pense que c'est vraiment des étapes et des étapes qui ont fait la bascule. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je bascule complètement il y a peu de temps, mais que finalement, cette bascule, elle a été très progressive et que c'est juste une suite assez... c'est vraiment dans la justesse, tu vois, dans l'alignement de ce qui s'est mis en place naturellement, en fait, au fur et à mesure. Donc du coup donc il y a eu ça, contraception naturelle, donc tout ce qui était vitalité menstruelle et tout, on est à la fond là-dedans. Et du coup, moi avec toutes mes recherches, ça m'a permis de consolider un peu ces connaissances-là. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes autour de moi me demandaient conseil. Et j'ai commencé à faire des cercles, j'ai commencé à faire des espaces comme ça, justement, pour pouvoir parler de ces sujets en toute liberté, quoi. Et en fait, quand on m'a demandé conseil, je me suis dit, en fait, moi, ce que je peux faire, c'est vous partager mon expérience personnelle, mais je peux pas vous aider vous, parce qu'en soi, je suis pas spécialisée, tu vois, c'est pas mon métier, je peux pas, j'ai besoin de connaître votre terrain à vous, j'ai besoin de connaître votre histoire, etc. Et ça prend trop de constantes en jeu, en fait, et du coup, là, c'est pas, je suis pas accompagnatrice, quoi, tout simplement. À l'époque, c'était pas le cas. Un nouveau rêve est venu, quoi. C'est exactement ça. Mais c'est fou. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est le fait que les gens me sollicitent, tu vois, quelque part, qui m'a fait me dire, c'est vrai qu'en fait, j'aime bien partager là-dessus, j'aime bien... Tu vois, j'aimais bien pour moi, mais en fait, j'aimais bien aussi pour les autres, au final. Et du coup, je me suis dit, je vais me former à ce moment-là. Et je pense qu'au tout début, quand j'ai commencé à me former... à la santé, à la vitalité gynécologique, à tout ce qui touchait en fait plus ou moins à la célébration et aux libertés aujourd'hui de la femme, aux libertés du corps, aux libertés contraceptives, aux libertés de penser, aux libertés d'être aussi de la femme. Tous ces sujets-là, en fait, je m'y suis formée sans forcément me dire à ce moment-là, je vais créer une entreprise et c'est ça que je vais faire. C'était plus, là j'ai découvert effectivement un sujet qui me transcende, presque encore plus que la scène, et c'était dire, tu vois, franchement à l'époque c'était dire, parce que moi je pensais que la scène j'allais faire ça toute ma vie, et que c'était effectivement le rêve de gosse que j'avais suivi, où je m'étais lancée, etc. Et je me disais c'est bon, j'ai eu le courage de suivre cet instinct-là, et du coup je peux m'accomplir là-dedans pleinement. Et en fait non. Et c'est pas grave. et du coup, ce nouveau rêve est né. Et au fur et à mesure de ma formation, à la fin de ma grosse formation en gyn écologie holistique, avec le jeu de mots qui se faisait, avec Marie-Pénélope Pérez,
qui a été d'ailleurs une grande figure aussi sur mon parcours, parce que j'ai découvert ses ouvrages avant tout ça, enfin vraiment c'était au tout début de mon exploration, j'ai découvert son livre avec Sarah Maria Leblanc, tout ça. Et du coup là de la rencontrer, de me former avec elle, c'était un bonheur, parce que là c'était vraiment un accomplissement, effectivement. C'était le côté je boucle une boucle aussi de mon exploration, je vais vraiment au bout des choses, et c'est très chouette. Et c'est à la fin, c'est à la fin de toutes mes formations où je me suis dit, mais j'ai envie d'en faire un métier, en fait. Et aussi parce que c'est un métier qui n'existe pas. C'est vrai. Parce qu'il y en a, je veux dire, il y a des naturopathes qui sont spécialisés dans la santé intime, dans les problèmes hormonodépendants, tout ça. Il y en a, hein, t'as des sophrologues aussi qui sont spécialisés dans ces sujets-là. T'as plusieurs disciplines comme ça qui travaillent à propension de la sphère gynécologique. Mais quelqu'un qui se fait le rôle, en fait, d'avoir un accompagnement complémentaire à un suivi gynécologique, et qui fait en fait finalement le travail que le gynécologue n'a pas le temps de faire. C'est-à-dire t'expliquer comment ton corps fonctionne, t'expliquer comment est-ce que tu peux préserver ton bien-être tout au long de ta vie à différentes strates de vie, parce qu'on en passe des étapes, mine de rien, dans une vie de femme. Et aussi pacifier ce rapport, parce que pour beaucoup de raisons différentes, on peut avoir besoin de pacifier son rapport à son corps, son rapport à son utérus, à son intimité, à son vagin, peu importe. Hein. Oui. Mais du coup, effectivement, ça c'est des choses que les gynécologues n'ont pas toujours le temps de faire. Ils n'ont pas toujours non plus l'envie de le faire, malheureusement, pour certains praticiens. Et du coup, quelqu'un qui te permette en fait de pouvoir parler en toute confiance, qui soit pas un psy, qui soit pas... Enfin, tu vois, en fait, finalement, c'est précieux. Et moi, je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Oui. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux créer. Voilà. Nouvelle créativité à fond dans ta contribution au monde, quoi. Ouais, exactement. C'est beau. Vraiment beau. Et comment s'est passé ce... Ça vient se renverser de la tisane. Ma maladresse légendaire fera partie de ce podcast. Moi, j'ai la sensation que si je reviens sur ta carrière artistique, t'as enchaîné pas mal de projets, plein de choses. Ton dernier projet, ça a été à Mogador, c'est ça? Ouais. Et qui peut être un des grands rêves quand tu pars en école d'art et... Carrément, c'est un des plus beaux théâtres de Paris. Enfin, c'est une institution, quoi. Vraiment. Oui. Donc là, t'es à Mogador, là où c'est un peu foufou, quoi. Quand tu te dis... j'ai fait toutes ces années d'études, j'ai réalisé mon rêve, je suis là. Enfin, point de vue accomplissement, là, je pense qu'on est au top du top, quand même. Et là, toi, tu te dis... Je me lance sur un nouveau rêve. C'est ça? C'est ça. Okay. Ça s'est fait pendant ce projet? Ouais, j'ai commencé à me former pendant ce projet. Et effectivement, ce projet, ça a quand même été... donc je jouais dans Tom Sawyer à Mogador. En plus, j'avais le rôle principal féminin, donc c'était quand même très chouette à défendre. Effectivement, ça a été une extase quand même, hein, de jouer dans ce théâtre, de partager cette vie de troupe avec... cette concrétisation pour beaucoup d'entre nous, c'était vraiment une concrétisation artistique, ce projet. Et en fait, aussi étrangement, après, je sais que sur des grosses productions, ça peut aussi très très bien se passer humainement, tout ça, et ça peut être super. Nous, ça n'a pas forcément été le cas. Avec la troupe, ça se passait très bien, mais avec l'équipe de production, ça s'est pas très très bien passé. Et en fait, si tu veux, j'ai vu aussi un petit peu l'envers du décor. T'as vu les limites aussi de ce rêve-là, peut-être, comme quand on va au bout d'un projet, quoi. C'est ça. T'as vu les contours. C'est ça, j'ai vraiment vu les contours. Et en fait, ça m'a quelque part montré que j'allais vers quelque chose qui m'allait plus, parce que du coup, ça me faisait monter beaucoup de colère, beaucoup de frustration en moi. Et en fait, je devenais quelqu'un que j'avais pas envie de devenir. J'avais pas envie d'être entourée de personnes qui vont... évaluer l'ambition ou au-dessus en fait des valeurs humaines qu'on peut installer, et du coup pour moi l'enjeu était trop grand, et il y a eu un moment où c'était plus en accord en fait avec celle que je suis et celle que j'étais et celle que j'étais en train de devenir aussi peut-être. Et du coup je me suis dit, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'être en colère comme ça, j'ai pas envie de devenir cette entité là, cette petite boule de frustration, parce que je me sens pas entourée par, je me sentais pas portée en fait par quelque chose de sain pour moi en tout cas, et donc j'ai quitté le projet. J'ai quitté le projet
À la fin, quand c'était fini, non, ou en cours? On va dire en cours, c'est la fin de Mogador, mais le projet allait continuer en tournée. Et ça a tourné encore quelques mois à Mogador, mais moi je suis partie avant ça. D'accord. Et en fait, en toute conscience, je me suis dit, ça te fait plus de mal que de bien, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as vibré comme t'avais envie de vibrer sur cette scène avec tes partenaires en défendant ce rôle, ce spectacle. Maintenant, c'est fini, c'est terminé. Et du coup, en fait, c'était une très belle décision parce que quelques mois plus tard, j'ai été contactée par un directeur musical américain qui s'appelle David Levy, qui m'a pris sur son projet, qui était un plus petit projet, mais qui était un projet artistiquement juste extraordinaire, où on jouait pas du tout à Paris, on jouait à Lectoure dans le sud de la France, mais c'était une résidence pendant un mois, on était en immersion totale, avec une équipe là pour le coup de production artistique, avec la troupe qui était juste merveilleuse. Et ça m'a permis un peu de pacifier ce que j'avais vécu. Et ça a été une belle clôture, entre guillemets, parce que ça a été mon dernier plus ou moins contrat professionnel. Là. Bon, après, il y a eu le Covid, et malheureusement, là, depuis 2 ans, au niveau de la scène, pour qui que ce soit, c'est pas la grande joie. Mais pour moi, en tout cas, sur mon parcours, ça a été une clôture un peu de ça, de ma vie artistique, en fait. Professionnellement parlant. Je trouve ça très puissant. T'as une sorte de boussole interne très forte. Non mais ok, là c'est pour moi, là non. Ouais, tu sens très très bien où est le nord chez toi. Ok, là tu vois sur le papier Mogador ça semble top, mais non en fait ça correspond pas à mes valeurs là. Le contexte, l'environnement, l'ambiance, ça me va pas du tout. Et ce qui est le plus important c'est ce que j'ai en tête, mes rêves et l'ambiance quoi. Ouais. Et ça c'est une grande force de caractère hein, d'avoir ça. Du coup entre temps t'as quand même eu pas mal confiance en toi, non? Parce que d'avoir eu cette déjà ce choix, ok, déjà à l'école je fais que ce qui me plaît de la façon dont j'ai envie. Dire moi je trouve qu'il faut déjà avoir pas mal confiance en soi, je pense. Après tes écoles, montrer à une directrice là qui à la base veut pas et toi bah si j'ai trop envie. Tu montres ta détermination, tu pars à Londres toute seule. Les gros projets, t'arrives à montrer ta voix quoi, en mode non ça bah non, tant pis, je sais très bien et très consciente à chaque fois. Et comment ça a évolué dans ces années-là? Tu parlais que t'avais peu confiance en toi, des moments où je pense que pour d'autres c'est le top de la confiance. C'est quoi qui t'a aidé à l'avoir de plus en plus? Bah en fait c'est intéressant justement que tu me dises ça parce que bah effectivement du point de vue où tu regardes les choses forcément tu vas avoir une lecture différente. C'est vrai que pour moi j'ai eu rarement confiance en moi dans ma vie, alors que tu vois d'extérieur effectivement on peut voir cette détermination, mais du coup j'ai l'impression que c'est plutôt effectivement je suis comme une sorte de boussole et j'y vais, mais j'y vais même quand c'est incertain en fait. Et en fait je crois que aujourd'hui en tout cas j'ai l'impression que ma force elle est là, et j'ai l'impression que mes plus beaux apprentissages ils sont là aussi. C'est que ce qui m'aide à finalement construire une forme de confiance dans le temps, c'est que généralement j'y vais même quand j'ai très peur. Et je me dis pas forcément, tu vois, c'est bon, je peux avoir confiance, j'y vais, tu vois. Je me dis, oh mon dieu, c'est horrible là, ça va être atroce et tout. J'y vais quand même. Dit-elle, vous avez pas vu, mais elle faisait comme si elle nageait là. C'est vraiment ça, hein, c'est je patauge. Et je me dis, bon, on va bien survivre de toute façon. Et j'y vais, tu vois, je me lance dans le truc. Et généralement, du coup, c'est beaucoup de remise en question, beaucoup de... je sais que ma première année d'entreprise dans l'accompagnement, j'en ai passé hein, des nuits des soirées à pleurer parfois parce que je me remettais en question, parce que j'avais le syndrome de l'imposteur, parce que tu vois, je remettais tout en cause en fait à chaque fois j'avais un petit accro, un petit truc qui se passait pas comme j'aurais voulu, parce que besoin de contrôle est assez présent chez moi. Du coup, il y avait tout qui se cassait quoi, tout se cassait la gueule, et du coup, c'est hyper intéressant pour moi là le fait d'être mon propre patron, parce que ça m'apprend une résilience et un lâcher prise sur les choses qui est immense. Et très sincèrement, je ne me pensais pas capable d'autant de patience envers moi-même et envers les situations aussi que j'ai pu rencontrer. Et donc ouais, je sais pas, j'ai l'impression que
cette confiance, alors pour le coup la confiance je pense qu'elle vient quand même beaucoup avec l'expérience, mine de rien. Mais quand je dis l'expérience, c'est pas forcément avoir 30 ans d'expérience derrière soi. C'est vraiment, c'est expérimenter les choses. Je parle vraiment d'expérience dans ce sens-là, c'est dire, en fait, plutôt que de pas le faire, autant le faire et au pire, je me casse la gueule, quoi. C'est quoi le pire dans tout ça? Voilà, tu vois. Mais au moins, je l'aurais fait, en fait. Au moins, j'aurais vu ce qui se passe. Et ben voilà, si c'est pas ça, c'est pas grave, ça sera autre chose. Mais maintenant, je dis ça et ça peut sembler, entre guillemets, facile de dire ça. C'est très difficile à faire, hein, c'est extrêmement difficile à faire. Mais peut-être de plus en plus facile à faire quand on entend de plus en plus de gens qui le vivent de cette façon. Peut-être, ouais. Parce que c'est vrai qu'en France, le rapport à l'échec, au fait de se tromper, waouh, c'est une institution. Hein. Ouais. C'est presque un dieu, ça, le dieu de l'échec. C'est clair, non mais c'est clair. Et quand on voit ça autrement, puis c'était ma coach, moi, Diana, si tu nous écoutes, qui me disait que la confiance c'est que des pensées. Et moi, ça m'a un peu changé ma vision du monde d'entendre ça. Tu vois, c'est de me dire, bah voilà, on peut aussi penser différemment que ce que disent les autres. On peut aussi se dire que la confiance, ça peut venir en 5 minutes. Et pas forcément en 30 ans, comme tu disais. Ouais. Et ouais, je comprends pas qu'il n'y ait pas plus la confiance en apprentissage, par exemple dans les parcours scolaires, et notamment dans les écoles d'art. Franchement, moi je comprends pas. J'ai la sensation qu'il manque vraiment des éléments clés dans des écoles d'art où oui, tu te formes à la technique, mais finalement, c'est pas tant la technique en elle-même qui va faire que tu vas être pris et que tu vas réussir dans ton métier, c'est ton état d'esprit, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et comment tu vas réussir à te mettre en avant, comment tu vas réussir à rester toi-même, authentique, pas te laisser démonter et accepter de travailler qu'avec des gens qui vont pas te respecter, quoi. Complètement. Moi, j'ai trouvé qu'en école de danse, en tout cas, je me suis dit, mais ça vaut pas du tout le prix de ça, cette école, elle coûte cher, là. Non, je viens pas juste pour apprendre à faire des pirouettes, là. C'est pas possible. Et en plus, après, quand tu sors et que tu vas dans le vrai milieu pro, en gros, tu te débrouilles franchement seule. Et c'est là où t'apprends vraiment. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Ah ouais, carrément. Complètement. Donc, ouais, toi, tu dis que finalement, les doutes les plus fréquents que t'as pu avoir, ça a été... ça te mettait au plus bas dans... Si je reprends là pour ton programme d'accompagnement, comment tu l'appelles d'ailleurs ton travail? Alors moi j'appelle ça l'accompagnement en écologie intime. Ouais. Sachant que maintenant je commence de plus en plus à diversifier aussi mes accompagnements parce que forcément je suis en formation en continu, donc j'intègre différents outils au fur et à mesure du chemin, on va dire, et ça devient quelque chose de vraiment plus global maintenant. J'ai vraiment l'impression d'accompagner maintenant plus les femmes dans une réalisation de soi profonde, et en fait finalement c'est ce que j'ai vécu moi sur mon parcours personnel, et quand je me suis dit c'est ça que j'aimerais proposer ça, parce que c'est vrai que ça n'existe pas tellement pour les personnes que ça intéresse. Finalement aujourd'hui je trouve que ça dépasse complètement la sphère gynécologique, et ça va vraiment dans d'autres c'est le global, l'être dans son entièreté. C'est ça, ce serait plus une écologie intérieure, tu vois, mais j'utilise encore écologie intime parce que je parle beaucoup de ça dans certains des outils que j'utilise. Mais c'est vrai que maintenant ça va au-delà. Et mon programme, j'ai un programme sur 9 mois que j'ai appelé Gyn Éclosion. Alors je ne porte pas entièrement le crédit de ce jeu de mots, c'est une amie qui me l'a soufflé. Mais j'ai trouvé ça très beau et très parlant en fait, le côté d'éclore à travers aussi sa propre lecture de sa vie intime, et qu'est-ce que la vie intime. On a tous et toutes des définitions différentes. Et pour moi ça c'est hyper important aujourd'hui de pas proposer de nouvelles injonctions, de pas proposer de rentrer dans de nouveaux dogmes sur je ne sais quelle énergie féminine ou masculine, ou c'est vrai qu'on peut partir dans des penchants extrêmes dans tous ces domaines-là. On peut partir hyper loin, donc voilà, je pense qu'il y a toujours proportion gardée. Faut connaître bien son sujet quand même quand on s'exprime sur ce genre de choses, et pas faire des raccourcis quelque part qui n'ont pas de raison d'être. Et je pense que les mots nous enferment autant qu'ils nous libèrent. Donc c'est important aujourd'hui de réinventer notre langage aussi.
voilà, moi j'aime pas trop aller dans la binarité. Je pense qu'on est des êtres multidimensionnels et multiples et que ça ne sert à rien d'être dans quelque chose de très... Ouais. Voilà, c'est mon avis, hein, mais... T'as dû pas mal travailler sur ta légitimité. Le fait de créer ton programme d'un métier qui n'existe pas. Et pourtant, on peut voir hein, les... Comment on dit Non, j'ai pas le mot. Ça porte ses fruits. Enfin, t'as pu voir que ça marchait bien. Et je me dis que, ouais, t'as dû bien travailler sur ton état d'esprit, je pense. Ouais. Pour pouvoir mener ce projet aussi bien. Alors déjà, d'être à son compte, déjà, c'est tout un truc. Ouais, c'est clair. Et d'inventer ton propre métier. Moi, ça me fascine. Hein. Moi, j'adore hein, quand les gens inventent leur vie sur mesure, leur travail à la carte, quoi, selon la vie que t'as envie d'avoir. Moi, je trouve ça génial. Qu'est-ce qui a pu t'aider, toi, dans ça? Concrètement, je crois que ce qui m'aide beaucoup à réinventer les choses à ma manière et à me sentir parfois légitime de le faire, c'est beaucoup de remettre en question ce qu'on m'apprend. Ok. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça. J'ai pas l'impression. Ok. je vois bien. Parce qu'en fait, quand je parlais tout à l'heure du dogme, ouais. C'est très facile en fait de tomber dans un chemin de pensée et de s'embourber dedans et de pas forcément chercher à regarder ailleurs. Et du coup, j'essaie toujours, sans être dans le conflit parce que c'est pas le but, mais vraiment en remettant en question avec honnêteté, sincérité et présence en fait au sujet que je vais étudier. Dans quelle mesure ce qu'on m'apprend c'est une réalité fondamentale depuis la nuit des temps, dans quelle mesure est-ce que c'est une construction sociale, dans quelle mesure est-ce que c'est une construction identitaire, enfin voilà, dans quelle mesure en fait est-ce que je peux casser un peu les codes de ces choses-là. Et du coup je pense que là où moi je trouve une légitimité là-dedans, c'est que je me dis en fait ça c'est trop important. Et je crois que ça va tellement au-delà de moi, et je crois que c'est comme ça aussi que je me donne de la légitimité. C'est que ça passe par moi bien évidemment parce que c'est ce que je suis et que parce que c'est ce qui c'est à moi que ça plaît aussi, je veux dire, de faire ça. Donc bien évidemment je veux pas du tout partir dans un discours en disant que c'est totalement en dehors de moi, le plus grand, voilà, genre c'est pas non plus ça, vraiment pas. Je ne suis un canal. Voilà. Je ne suis pas qu'un canal, je kiffe ma life dans la matière, y a pas de problème. Mais il y a aussi quand même cette sorte de se laisser traverser par quelque chose qui effectivement va au-delà en fait de égotiquement, et je le dis pas du tout dans un sens péjoratif, hein, mais égotiquement ce qu'on pourrait vouloir, comment on pourrait vouloir contribuer au monde. Et moi je me dis aujourd'hui, très clairement dans la société dans laquelle je vis, cette liberté, cette déconstruction profonde des mœurs et des différentes visions que l'on peut avoir de l'être humain, de la santé aussi, de la vitalité de l'être humain, du bien-être de l'être humain. Pour moi, il y a besoin de... Il y a vraiment une réinvention à faire qui est totale. Ah, ça me fascine. Moi, tu sais, tu te souviens, au début du podcast, je voulais l'appeler Construire, déconstruire, reconstruire. Donc là, quand tu me dis ça, moi, je suis... Mais c'est vraiment... Est-ce que, en fait, j'ai vraiment choisi le bon nom de podcast pour ça? Bah, en fait, quand je t'entends parler, moi j'ai la sensation que t'as complètement trouvé ta place et ta contribution au monde, quoi. En tout cas, comme t'as dit depuis le début, pour cette phase de ta vie, parce que peut-être que t'en auras d'autres, hein, tu verras, mais j'arrive pas à m'empêcher de faire un lien entre ta première carrière et maintenant. Et je me dis que je vois tout ce que le côté, de mon point de vue, hein, tu diras toi comment ça se passe, mais de mon point de vue j'ai la sensation qu'il y a plein de choses qui t'ont aidé de toute cette carrière artistique, parce que franchement pour se lancer en tant qu'entrepreneur faut quand même de l'affirmation, de la détermination, chose qu'on peut retrouver dans le monde du spectacle. Faut quand même savoir se vendre, parler de soi, se sentir à l'aise face à quelqu'un, d'être en podcast comme ça, ou toi t'as fait pas mal de live sur Insta, savoir communiquer sur son travail sur les réseaux sociaux, tout ça, je me dis mais t'as eu une formation excellente dans le domaine artistique. C'est vrai, hein. Effectivement moi aussi je vois le lien là-dedans, et comment finalement en fait ma première carrière m'a préparée à la seconde. Oui. Et puis aussi je pense que comme t'étais sur scène,
t'étais face au public et t'as certainement dû être face à des retours parce que t'es grave jugé quand t'es Oui, bien sur sûr. scène ou dans les auditions ou autres. Et là, je suis persuadée que si t'as des gens en face qui sont avec des commentaires pas super sympathiques à recevoir, j'ai la sensation que tu peux être plutôt outillé pour les vivre avec le plus de sérénité possible, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que ce qui est, je pense, précieux qu'on t'apprend, enfin qu'on t'apprend plus ou moins, mais en tout cas que moi j'ai appris en étant sur scène, c'est que dans tous les cas, effectivement, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu sois en fait, en tant qu'être, tu ne plairas jamais à tout le monde. Ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, ce que tu vas dégager, ça plaira jamais à tout le monde. Et c'est pas le but en fait. C'est vraiment pas le but. C'est encore une fois, chacun a sa sensibilité, chacun va vibrer ou pas avec ce que tu es, et c'est pas grave non plus. Ouais. Et quelque part, je pense que c'est ça aussi qui enlève parfois une pression, ou parfois, en tout cas, je sais que dans l'accompagnement, parfois moi j'ai pu avoir la sensation de dire que je voulais aider un peu tout le monde, et du coup dire il faut absolument que je rende ça très accessible à chacun, chacune qui pourrait se sentir concerné par le sujet. Mais au final, c'est important aussi de savoir déterminer, je crois, vers qui tu veux communiquer aussi, parce que voilà, il y a des gens effectivement à qui ça va parler tout de suite, pour qui ça va être une démarche très simple, ou pas forcément simple, mais une démarche dans laquelle ils vont vraiment s'investir, où tu sens voilà, qu'il y a quelque chose en eux où c'est une étape importante dans leur vie de se lancer dans ce parcours d'accompagnement, dans ce sujet-là, etc. Et pour d'autres où c'est pas du tout le cas, où c'est pas le moment, où ça le sera peut-être jamais, ou juste ça les intéresse pas, ils s'en foutent, et c'est très bien comme ça en fait, c'est leur sensibilité à eux. Mais du coup, effectivement, je trouve que la scène te prépare à ça, à faire face au fait que, en fait, dans tous les cas, tu plairas pas à tout le monde, que c'est pas ton but c'est d'être là pour être au service aussi de quelque chose. À une époque, c'était être au service d'un sujet, d'une pièce, d'une partition. Là aujourd'hui moi je suis au service de ce que je propose, et voilà, et si ça plaît pour certains, c'est génial, et j'ai des moments de partage qui sont extraordinaires, il y en a qui le sont un peu moins, et voilà, pour moi ça fait partie aussi de l'apprentissage global de tout ça. On arrive plutôt sur la fin là. J'ai combien de questions à te poser là? 3-4, mais c'est des plutôt courtes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je passe à mes questions? Je pense qu'on est bon. Alors, quels sont tes prochains rêves? Ou un prochain rêve? J'ai 2 prochains rêves. Ah, c'est quoi? J'aimerais créer les 2 rêves, ce sera vraiment quelque chose de très collaboratif. Je veux pas le faire toute seule. Okay. Mais le premier, j'aimerais créer et participer à la création d'une boutique autour de la santé intime, qui répertorie justement un large panel de choix d'outils, d'objets, de plein de choses. Boutique en ligne ou une boutique physique? Plutôt boutique en ligne. Okay. Et qui pourrait permettre en fait aux personnes qui ont des problématiques gynécologiques, qu'elles soient chroniques, récurrentes ou non, de pouvoir vraiment trouver leur bonheur, et justement d'aller dans un aspect qui est holistique, puisque moi j'axe vraiment mon travail là-dedans, c'est-à-dire en prenant l'intégralité de l'être humain en compte. Donc il puisse agir autant sur le physique que sur l'émotionnel, que sur le vibratoire si on est sensible à ça. Et psychique aussi, parce que émotionnel et psychique c'est pas toujours la même chose. Ouais. Et donc ça, ouais, j'aimerais beaucoup porter ce projet. Et la deuxième chose, je crois que, alors je prendrai rendez-vous avec moi-même dans quelques années pour voir si c'est toujours le cas, mais j'aime bien cette phrase. Dans quelques années, j'aimerais bien ouvrir une école. Ok. Une école, je sais pas encore dans quel domaine. Ça va être dans les mêmes domaines dans lesquels je travaille à présent, mais dans une prise en charge holistique, globale de l'humain, de la santé et de la vitalité de la femme. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui me fait le plus vibrer. Peut-être que demain, ce sera pour tous les êtres sur Terre, mais en tout cas, pour l'instant, c'est autour de la femme et de la santé de la femme. Ok. Wow, bah c'est des gros rêves objectifs assez ambitieux. Ouais, gros palier, quoi. On voit sur le long terme, on va dire. Génial. Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que t'as des gens qui t'inspirent, ou est-ce que t'écoutes des choses, tu regardes? C'est quoi qui te nourrit? J'ai peur de dire un truc un peu bateau, mais en fait non, pas vraiment. Allons dans le bateau, t'as nagé tout à l'heure. Ok.
Une blague pourrie là, mais... Allez, on est en assume plein le dedans. bateau, assume. En fait, en réalité, j'ai l'impression d'être inspirée au quotidien par les gens qui m'entourent. Ah, c'est génial, ça veut dire que t'as un entourage... Ouais. T'as Que- une écologie d'entourage. C'est ça. J'ai un bon écosystème. Voilà, autour de moi. écosystème, ouais. Ouais, j'ai l'impression d'être nourrie de... Pour tout te dire, tu es une des personnes qui m'inspire le plus. Ah ouais, carrément. Oui. Waouh. Oh, je suis touchée. Donc... Vraiment, vraiment. Et Attends, j'ai même des larmes aussi. non. Ok, merci, j'accueille. Merci. Ouais, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir des personnes autour de moi et de m'être entourée en tout cas de personnes qui, de par leurs actions, de par leur façon de voir le monde, m'inspirent au quotidien, me permettent de défocaliser aussi mon point de vue et d'élargir en fait la manière dont je vois les choses et mine de rien, bah, mon compagnon de vie m'accompagne aussi très bien. Big up à Seb. Qui est pas Seb, que vous avez entendu justement. Et ouais, il me permet aussi, on a des esprits qui fonctionnent assez différemment, même si ça se rejoint sur certains points. Mais du coup, il me permet aussi d'avoir un angle de vue souvent qui m'inspire, voilà, beaucoup de sérénité et beaucoup de recul sur les choses. Super. Et tu vois, ton inspiration bateau, qui pour moi n'est pas du tout bateau, je pense que c'est pas tout le monde qui peut vivre ça avec son entourage. Et enfin moi je crois vraiment dans mon monde idéal très bisounours que tout le monde pourrait vivre ça. Et je crois que c'est du travail hein, d'être entouré de cette façon, sauf énorme chance, Ouais. et quand tu nais, tu tombes dans une famille, c'est comme ça, mais c'est pas la majorité je pense. Mais je crois que c'est du travail et c'est vraiment faisable d'arriver à ça. Ouais. Là j'y crois beaucoup. Qui pourrais-tu me recommander? Là tu me lances un challenge. J'ai envie d'interviewer des personnes qui inspirent, qui ont réalisé des rêves, genre un ou deux, tu vois, peu importe le domaine. Qui t'aimerais bien écouter dans ce podcast? En fait, on en a parlé tout à l'heure, mais j'aimerais beaucoup que tu la rencontres et que tu puisses échanger avec oui. elle. C'est ma graphiste, Morgane. Ah, trop bien! Comme ça, ce sera l'occasion de la rencontrer. Ouais, j'aimerais beaucoup te la présenter. Morgane qui est graphiste. Mais ouais, mais j'ai trop envie. Ok, alors Morgane, si jamais je t'ai pas encore contactée, j'aimerais beaucoup que tu dises oui. C'est déposé là. Mais je vais tout faire pour que ça puisse se faire. Génial. Et comment les gens peuvent te suivre? Est-ce que, je sais pas, ce fameux programme Gynéclosion, on n'en a pas du tout parlé avant, mais il reprend ou... Ouais, ça va reprendre. Là, je termine avec mon groupe actuel au mois de juin. Ouais. Donc jusqu'à fin juin, on fait le week-end de clôture fin juin. Et du coup, je vais reprendre au mois d'octobre 2021. Ok. Pour 9 mois encore. On repart sur 9 mois. Je vais changer un petit peu le format. Parce que là, bah, malheureusement, avec tous les confinements, tout ça, on a dû faire pas mal à distance pour les événements collectifs. Là, mon aspiration, on va dire, pour cette seconde édition, c'est de faire vraiment des week-ends immersifs pour les événements collectifs. Par contre, après, il y a un suivi individuel sur 9 mois qui peut se faire autant en présentiel si c'est à Paris ou en région parisienne que à distance, par Zoom par exemple, ou Skype, enfin, peu importe. Et ouais, ça je recommence en octobre. Et je vais moduler quelques petites choses par rapport aux apprentissages de cette année, mais je suis hyper satisfaite de ce programme. Moi j'ai pu vraiment expérimenter, j'ai pu un peu me faire mes armes quoi, en créant du nouveau contenu et en me sentant vraiment portée par un très beau groupe. Donc voilà, les filles sont ravies, moi aussi, donc je suis très contente et ouais, j'ai envie là de reprendre. Ça doit être une belle expérience à vivre, je pense. Ça doit être une énorme expérience de transformation. Ça doit être... enfin, c'est comme ça que je l'imagine. Moi j'ai juste participé au cercle de parole de Mégane et j'étais complètement fan. Du coup j'imagine que pour le reste ça doit être très très puissant. Et comment ils font les gens s'ils veulent? Ils te suivent sur ton compte Instagram? Ouais, t'as toutes les Instagram je pense que c'est le mieux pour me suivre. Parce que je mettrai tout en description. Ouais. Mais en toutes mots, les infos. le titre de ton Instagram? Mon Instagram c'est Enoya Holistique. Ouais. Et ouais, je mets toutes les infos. Après, sur mon site internet, il y a aussi tout ce qu'il y a autour de mes prestations. Il y a plus de détails. Parce qu'il y a des suivis individuels aussi en dehors de mon programme qui sont possibles. Il y a des cours de yoga aussi de temps en temps.
Ouais. dans une certaine structure. Donc ça c'est possible, mais Instagram c'est là où je mets vraiment le plus d'infos. Et moi hier, ma fille voulait trop entendre Mégane chanter. Du coup on allait sur YouTube, on a mis Mégane Bonsard. Et si vous voulez régaler vos oreilles, allez-y. Moi j'adore, voilà. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et ben je pense qu'on va finir sur ça. Et puis je suis trop fière de nous. On a fait 1 heure je crois. Parfait. Et ben merci pour l'écoute, merci d'avoir été là. Et puis on va aller récolter de la menthe dans le jardin. Allez, on va faire ça. Merci Maëlle. Avec plaisir, merci Mégane. Je suis émerveillée à l'idée de savoir que nous avons partagé cette écoute dans des espaces-temps différents. Que vous inspire cette discussion ? Comment vivez-vous le rapport à votre carrière ? Aimez-vous dérouler le fil d'un sujet jusqu'au bout ? Je vous laisse regarder les propositions fascinantes de Mégane sur son site internet et Instagram. Et j'ai hâte de vous partager un nouveau parcours du rêveur.